Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder les notions essentielles du chapitre 4 sur les changements d'état de la matière. Donc, on va commencer par plusieurs rappels, notamment les trois états de la matière, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Donc, l'état solide est caractérisé par une structure compacte et ordonnée, l'état liquide est caractérisé par une structure compacte et désordonnée, et enfin l'état gazeux est caractérisé par une structure dispersée et désordonnée. C'est-à-dire que dans l'état solide, les molécules sont resserrées entre elles et ne peuvent pas se déplacer, ou alors que très localement entre elles. Dans l'état liquide, les molécules sont resserrées entre elles, mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres. Et enfin, dans l'état gazeux, les molécules sont à distance et peuvent se déplacer librement et de façon aléatoire. Alors, nous avons donc trois états physiques possibles et six changements d'état possibles, donc entre les états solides, liquides et gazeux, donc notamment la fusion qui passe de l'état solide à liquide, la transformation inverse et là-dedans la solidification. Pour le passage de l'état liquide à l'état gazeux, c'est la vaporisation, de l'état gazeux à liquide, la liquéfaction, et enfin les changements d'état entre solide et gaz sont la sublimation et la condensation à l'état solide. Alors, on va aborder de nouvelles notions dans ce chapitre aussi, et notamment à travers deux graphiques qui seront les deux prochaines slides. Et le premier graphique, c'est le diagramme de changement d'état. Donc dans ce graphique, on représente l'état physique d'un corps en fonction de la pression et de la température. Donc vous le voyez sur ce graphique, on a la pression qui est représentée en ordonnée et la température qui est représentée en abscisse. On observe trois courbes, une première ici, une seconde ici et une troisième ici, qui séparent les différents états physiques d'un corps. Donc ici l'état solide, ici l'état liquide et ici l'état gazeux. Évidemment, ce graphique, enfin ce diagramme, est réalisé pour un corps en particulier. Ici, il s'agit de l'eau. D'accord ? On remarque la courbe isobare ici à 1 atmosphère, c'est-à-dire la pression atmosphérique, qui est représentée par une droite horizontale et qui permet de visualiser les deux changements d'état physiques, à savoir le passage de l'état solide à liquide, c'est-à-dire la fusion de l'eau, à 0 degrés Celsius, et le passage de l'état liquide à l'état gazeux à 100 degrés Celsius. Ce qu'il est essentiel de comprendre sur ce graphique, c'est que les courbes que vous voyez ici sont les courbes de changement d'état. Donc si dans un exercice on vous demande d'étudier un changement d'état à une pression différente ou à une température différente, il faudra regarder l'intersection d'une droite verticale ou horizontale en fonction de la pression ou bien de la température pour obtenir la température ou la pression correspondante pour un changement d'état donné. Alors, la seconde courbe qui est importante à étudier dans ce chapitre et qui est fréquemment étudiée dans les exercices, c'est les courbes de chauffage ou de refroidissement d'un corps. Là aussi, on va l'étudier dans le cas de l'eau et la courbe que vous visualisez ici est la courbe qui représente le chauffage d'une certaine quantité d'eau. Donc, vous voyez, on étudie la température en fonction du temps. On commence avec une température de 20 degrés Celsius. Le chauffage provoque une élévation de cette température proportionnelle sur une certaine portion de courbe au temps. Et on arrive à un certain palier de température à une température de 100 degrés Celsius. Donc ça, c'est un phénomène physique qui est assez contre-intuitif. A priori, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un palier de température à 100 degrés Celsius. Cette courbe est très intéressante pour étudier donc les deux parties de la courbe, celle-ci et celle-ci, qui est reliée à deux formules que nous allons voir dans les slides suivantes. Une formule pour étudier l'énergie thermique en fonction de la variation de température que vous connaissez, Q égale M fois C fois delta T, et une seconde énergie thermique, cette fois-ci qui est liée au changement d'état. Parce que dans cette zone ici, ce qu'il se passe, c'est qu'en fait on a un changement d'état qui est effectué ici, un passage de l'état liquide à l'état gazeux de l'eau, une vaporisation de l'eau. Alors on revient aussi là sur des rappels avec l'énergie thermique qui est liée à une variation de température. Donc c'est la première partie de la courbe. C'est la partie de la courbe qui augmente de façon proportionnelle au temps. On a donc l'énergie thermique notée Q qui est égale à M fois C fois delta T, qui peut aussi être notée TF moins TI, qui est la température finale moins la température initiale. La masse s'exprime en kilogrammes
C, c'est la capacité thermique du fluide ou du corps étudié, qui est en joules par kilogramme par Kelvin ou joules par kilogramme par degré Celsius. Et delta T, c'est la variation de température en degrés Celsius ou en Kelvin, selon les données de l'énoncé. La seconde formule qui va nous intéresser ici, c'est lors du changement d'état. Lors d'un changement d'état, il n'y a plus de variation de température. On le voyait sur la courbe qu'on a étudiée précédemment, où on avait le palier de température, une température fixée à 100 degrés Celsius, donc plus de variation de température, donc on ne peut pas étudier l'énergie thermique qui est échangée à ce moment-là avec la formule qu'on utilisait habituellement. On utilise cette formule qui est ici, Q égale M fois L. Donc Q, c'est l'énergie thermique échangée lors d'un changement d'état, M, c'est la masse du corps qui est étudiée en kilogrammes, et L, c'est l'énergie massique de changement d'état. Alors, l'énergie massique de changement d'état, je vais en parler juste après. Elle varie en fonction de deux choses. Le corps étudié, donc en général de l'eau dans les exercices que vous aurez, et aussi le changement d'état étudié. Si on passe d'un état liquide à gazeux, donc ça va être l'énergie massique de vaporisation de l'eau. D'accord? Par contre, si on passe d'un état solide à un état liquide, bah, ça va être l'énergie massique de fusion de l'eau. Donc, comme on a 6 changements d'état physiques possibles, on a 6 énergies massiques de changement d'état possibles. D'accord? Par exemple, une énergie massique de fusion, une énergie massique de solidification, de liquéfaction, de vaporisation, de sublimation et de condensation à état liquide. Ce qu'il faut remarquer, c'est que la fusion, c'est la transformée inverse de la solidification, d'un point de vue des états physiques. Et donc, l'énergie massique de fusion, elle va être égale à l'opposé de l'énergie massique de la transformation opposée, c'est-à-dire la solidification. Il va en être de même pour la vaporisation et la liquéfaction, et pour la condensation et la sublimation. Ensuite, on peut aussi s'intéresser aux trois changements d'état, trois états physiques. L'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. Ces trois états physiques sont plus ou moins ordonnés. On voit que l'état solide possède beaucoup plus de liaisons et des liaisons beaucoup plus fortes qui permettent aux molécules de rester resserrées et positionnées les unes par rapport aux autres. L'eau liquide possède des liaisons là aussi, mais des liaisons moins fortes qui permettent aux molécules de bouger de manière locale. Et enfin, dans le cas de la vapeur d'eau, on n'a plus de liaison qui relie ces molécules, ce qui fait qu'au final, on a quelque chose de bien moins énergétique. Donc pour passer d'un état solide à un état liquide et d'un état liquide à un état gazeux, on va devoir casser des liaisons. Casser des liaisons, ça demande de l'énergie. Et c'est pour ça que les énergies massiques de fusion, de vapeur et de sublimation sont positives, parce qu'on cède de l'énergie lors de ces transformations. À l'inverse, les énergies massiques de solidification, liquéfaction et condensation sont négatives car l'énergie est reçue par le système. Alors, pour finir, je vais vous montrer un exemple de calcul qui revient systématiquement dans les exercices qui sont liés à ce chapitre. On peut vous demander en fait il y a trois cas possibles. Soit on peut vous demander de calculer l'énergie thermique qui est liée à une variation de température, qui est notée Q et qui est donnée par la formule M fois C fois delta T. D'accord, ça vous savez le faire depuis la classe de première. Soit on peut vous demander de calculer un échange d'énergie lors d'un changement d'état. D'accord? Donc ça va être Q changement d'état, qui est égal à M fois L, donc pour un corps de masse connu et pour un changement d'état connu. Et on peut aussi vous demander de calculer l'énergie totale, c'est-à-dire que le cas classique, ça va être, on va vous donner une eau à 20 degrés Celsius, on va vous dire, on veut monter cette masse d'eau à une température de 120 degrés Celsius en incluant le changement d'état. Et donc vous allez devoir calculer aussi bien l'énergie thermique liée à cette variation de température et au changement d'état. Et donc ça va être l'énergie totale, il va falloir additionner les deux énergies en question. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous sera utile pour bien comprendre ce chapitre. Bon travail et bonne révision.